Bonjour à tous, un nouvel épisode pour évoquer avec vous le budget des collectivités locales, évoquer la composition de ce budget, section de fonctionnement, section d'investissement, les dépenses et les ressources au travers des caractéristiques principales à en retenir. Un budget, ce sont bien sûr des dépenses et des recettes publiques, en l'occurrence ici des dépenses et des recettes locales. Première caractéristique importante pour le budget local, ce sont les dépenses, et en particulier les dépenses obligatoires, pour lesquelles la collectivité territoriale, la collectivité locale, est tenue de dégager les crédits nécessaires à leur paiement. Cette notion de dépenses obligatoires fait l'objet d'un focus vers lequel je vous renvoie, le focus numéro 9, qui nous permet d'étudier cette notion de dépense obligatoire. Si vous avez déjà visionné ce focus, vous savez que deux définitions permettent d'identifier ce qu'est une dépense obligatoire. Soit la dépense est dite obligatoire parce que la loi le dit, soit la dépense est obligatoire parce qu'elle correspond à une dette exigible. Pour connaître et préciser ces notions, je vous renvoie tout à la fois à ce focus numéro 9 ainsi qu'à celui consacré à l'exécution de la dépense publique. Dépenses obligatoires parce que la loi le dit, il est le plus souvent question dans ce cadre-là des dépenses résultant des transferts de compétences réalisés par l'État au profit des collectivités territoriales dans le cadre notamment des lois de décentralisation. Alors bien évidemment par opposition, ce qui ne relève pas de la catégorie des dépenses obligatoires devrait relever de la catégorie des dépenses facultatives. C'est ainsi que devrait être construit le budget local, à savoir dégager dans un premier temps les crédits nécessaires au paiement des dépenses obligatoires et en fonction du solde restant déterminer ce qu'il est possible de financer avec les recettes qui n'ont pas donc été affectées à ces premières dépenses obligatoires. Recettes locales, là également, les identifier au travers de leurs caractéristiques principales. Premier poste de recettes locales, les recettes fiscales. Les recettes fiscales, elles sont à distinguer en fonction de leurs bénéficiaires, qu'il s'agisse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les regroupements de communes, qu'il s'agisse des départements ou encore des régions. La part que représentent les recettes fiscales varie parfois de manière assez conséquente, mais néanmoins, si on opère une moyenne de ces différentes catégories de collectivités, on peut estimer à environ 55% le montant des recettes fiscales perçues par les collectivités territoriales. Parmi ces recettes fiscales, on va bien évidemment identifier les principaux impôts locaux que sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe encore d'habitation, même si sa disparition définitive est programmée pour l'année 2023, également la contribution économique territoriale qui remplace depuis 2010 la taxe professionnelle et qui comprend notamment une taxe sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi qu'une cotisation sur la valeur foncière, les propriétés foncières de l'entreprise. Ces recettes fiscales se complètent des concours financiers de l'État. La deuxième source de recettes importante pour les collectivités locales, ce sont les aides accordées par l'État, ce sont les concours financiers de l'État. Ces aides peuvent répondre à plusieurs logiques. Elles peuvent correspondre à des transferts de compétences opérés par l'État au profit des collectivités territoriales, transferts de compétences le plus souvent réalisés dans le cadre des lois de décentralisation. L'État se départit ainsi de certains champs de compétences et les confie aux collectivités territoriales. Ça a été le cas notamment au profit des départements auxquels l'État a confié la gestion du RMI et RSA. Beaucoup de polémique importante a eu lieu autour, en l'occurrence, du RMI et RSA, en raison de l'effet ciseau qui a été constaté, puisqu'en effet, à la suite de ce transfert de compétences qui a été opéré en 2004, le nombre de bénéficiaires du RMI devenu RSA a significativement augmenté. Or, les textes applicables, et notamment la Constitution, qui prévoit une compensation par l'État des transferts de compétences qui sont opérés au profit des collectivités territoriales, prévoit cette compensation à l'instant T, j'ai envie de dire, au moment où le transfert a lieu et en tenant compte donc du poids budgétaire
budgétaire que cela représente pour le budget de l'État. La problématique du RMI-RSA, c'est son augmentation significative qui a dû conduire effectivement l'État à alimenter de manière exceptionnelle, au moyen de subventions exceptionnelles, certains budgets de départements qui n'étaient plus en mesure de faire face aux crédits nécessaires pour assurer le paiement de cette dépense obligatoire. On en revient avec des éléments de connaissance qu'on a vus au début de cette vidéo. En tout cas, dotation versée par l'État pour compenser des transferts de compétences, dotation également, en tout cas aide et concours financiers accordés par l'État pour compenser des dégrèvements d'impôts ou en tout cas des mesures fiscales prises par le législateur. Il peut s'agir effectivement d'un certain nombre de dépenses fiscales que l'État décide de retenir et de soumettre au vote des assemblées parlementaires. Il faut se souvenir que c'est bien le Parlement qui, en France, dispose du pouvoir fiscal. C'est prévu par l'article 34 de la Constitution. Et en faisant usage de son pouvoir fiscal, le Parlement peut tout à fait modifier la fiscalité locale. Créer des impôts, en supprimer, prévoir des dégrèvements et donc obérer d'autant la part des recettes perçues par les collectivités territoriales. Lorsque le Parlement agit de la sorte, la Constitution prévoit une compensation possible, je viens de le citer. L'idée, c'est bien effectivement d'accompagner les collectivités territoriales dans l'exercice de leurs compétences. Pour compenser, il peut s'agir également de transfert d'impôts, c'est-à-dire que l'aide peut consister en une part d'impôt que l'État rétrocède aux collectivités territoriales. Il l'a ainsi fait pour la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui remplace depuis quelques années maintenant la TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui était un impôt exclusivement perçu au profit de l'État et qui est désormais partagé par l'État avec les départements et les régions, bien évidemment, l'État en conservant un montant relativement conséquent. Alors, troisième ressource que l'on peut évoquer pour illustrer et donc compléter le panorama de présentation des ressources locales, c'est l'emprunt. L'emprunt qui, contrairement à l'État, dispose au niveau local d'un encadrement juridique assez strict. On a pu voir avec une précédente vidéo que l'État pouvait emprunter pour tout type de dépenses, sans restriction aucune, ce qui lui permet de financer, y compris ses dépenses de personnel en recourant à l'impôt. Ceci n'est pas possible pour les collectivités locales, puisque les collectivités locales sont contraintes de ne recourir à l'emprunt que pour financer des dépenses d'investissement. Et pour s'en assurer, on a établi une règle qui permet, au travers de la différence entre les deux sections qui composent le budget de la collectivité locale. Lorsqu'on ouvre le budget d'une collectivité locale, la présentation fait apparaître deux sections, une section de fonctionnement et une section d'investissement, où l'on met de part et d'autre les dépenses de fonctionnement, les recettes de fonctionnement, et dans la section d'investissement, les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement. Il faut bien prendre conscience qu'une recette d'emprunt est une recette d'investissement. Elle ne va permettre de financer que des dépenses d'investissement. L'objectif de cette règle et finalement de cette distinction entre section de fonctionnement et section d'investissement, c'est de s'assurer que l'investissement ne puisse pas financer de dépenses de fonctionnement. C'est une règle d'or établie pour les collectivités territoriales que le Code général des collectivités territoriales s'emploie à faire respecter en déterminant de manière assez précise le contenu de ces deux sections et en limitant totalement l'usage de cet emprunt aux seules dépenses d'investissement. Il faut bien comprendre ici que cette règle a été établie pour s'assurer que la collectivité territoriale puisse faire face aux échéances des emprunts qu'elle a contractés et qu'elle ne peut pas non plus financer le remboursement des intérêts de ces emprunts en recourant à l'emprunt. Donc le capital, de même que les intérêts, ne peuvent pas être remboursés au moyen d'un nouvel emprunt qui serait contracté. Ce sont l'ensemble de ces dispositions combinées qui ont été mises en place par le Code général des collectivités territoriales, puisqu'en effet, l'article L 1612-4 nous indique très clairement que le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, doit fournir les ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. Voilà pour cette présentation de la ressource d'emprunt.
Avec les recettes fiscales, avec les concours financiers de l'État, avec l'emprunt, nous avons ici les essentiels, ce qui nous donne plus de 95% des recettes locales. Le reste nous vient notamment, donc recettes non fiscales, de l'exploitation du domaine, des services rendus, des redevances perçues pour services rendus, des revenus des activités d'ordre industriel et commercial par exemple, ou encore des fonds de concours. Sur cette notion de fonds de concours, je vous renvoie à l'épisode 9 du cours de droit public financier. Revenons-en maintenant sur l'emprunt et terminons sur l'emprunt. Il est question ici des difficultés qu'ont pu rencontrer certaines collectivités alors que certains des contrats qui ont pu être souscrits ont révélé, après la crise financière 2007-2008, ont révélé leur toxicité. L'exemple de la commune de Clermont-Ferrand qui avait souscrit un emprunt de 61,37 millions d'euros et qui a enregistré un surcoût de plus de 25% avec un montant de 15,72 millions d'euros. Autre illustration, la commune de Quiberon qui avait emprunté 3,65 millions d'euros et qui a enregistré un surcoût de l'ordre de 2,56 millions d'euros, ce qui nous donne un ratio de plus de 70%. Ces chiffres, qui datent de 2009, nous illustrent tout à fait les difficultés qui ont pu être rencontrées par certaines collectivités sur le sujet. On a estimé qu'un peu moins de 1000 collectivités sur le territoire national avaient enregistré ce type de difficultés, avec donc souscrit des emprunts qui s'avéraient finalement très avantageux dans les premières années de souscription. C'était d'ailleurs, si je puis dire, la carotte qui avait attiré les élus locaux concernés, qui pouvaient ainsi présenter un bilan financier et budgétaire relativement intéressant, puisque justifiant d'emprunts souscrits à des conditions apparemment très avantageuses. Sauf que les difficultés apparaissaient dans la deuxième partie de vie de l'emprunt, où là effectivement les taux avaient vocation à augmenter, et ont augmenté de manière très significative en raison des règles de calcul qui avaient été constatées, qui avaient été enregistrées pour ce type de contrat. Certains contrats étant adossés sur des devises qui ont enregistré, suite à cette crise de 2007-2008, des augmentations significatives. Ce fut notamment le cas du franc suisse, qui a généré, alors que beaucoup de contrats avaient été adossés sur le franc suisse, qui avait généré effectivement de notables difficultés sur le sujet. Alors, les réactions des collectivités concernées ont été diverses. Certaines ont renégocié leur emprunt auprès de l'établissement bancaire. Cela représentait un coût très significatif. C'était pratiquement du simple au double en termes de charges budgétaires que cela pouvait représenter. D'autres collectivités se sont lancées dans une bataille juridique, estimant que l'établissement financier qui leur avait accordé l'emprunt n'avait pas donné toute sa vérité sur l'emprunt souscrit, en tout cas avait caché pour partie les risques encourus. Avec de premiers succès enregistrés en 2013, alors non pas en s'appuyant sur la démarche de l'établissement bancaire qui avait conduit à minimiser les risques pris, mais sur un problème de forme que les conseils juridiques des collectivités territoriales concernées avaient pu débusquer, à savoir que les contrats de prêt qui avaient été présentés aux collectivités territoriales ne comprenaient pas le TEG. Alors le TEG, c'est le taux effectif global, c'est-à-dire ce que coûte l'argent, ce que coûte le loyer de l'argent, ce que coûte l'emprunt contracté. Vous remboursez effectivement avec un certain taux d'intérêt les emprunts qui vous ont été accordés, mais en plus de ça, vous avez un certain nombre d'assurances qui peuvent s'y ajouter. Prenons l'exemple d'un particulier, un particulier qui souscrit un emprunt, qui prend une assurance qui va le couvrir en cas d'invalidité, de décès, pour ne pas laisser à la succession la difficulté de gérer l'emprunt, qui peut également souscrire une assurance contre le chômage, et tout ceci effectivement vous fait progresser le coût que représente l'emprunt que vous avez contracté. Eh bien, la logique est exactement la même pour les collectivités territoriales. Il est question effectivement ici du taux effectif global. Le taux effectif global, ce que va coûter le loyer de l'argent, doit être communiqué aux parties avant qu'elles ne signent le contrat. C'est ce défaut de communication qui a, dès 2013, permis à certaines collectivités territoriales, et on pense notamment au département de Saint-Denis, qui ont permis effectivement d'obtenir que les contrats, alors
bien évidemment, les collectivités ont été tenues de rembourser leur emprunt, mais en tout cas, le taux a été adapté et en tout cas a été ramené au taux fixe qui pouvait être souscrit par ailleurs. Il faut bien comprendre qu'un emprunt peut être contracté soit à taux fixe, soit à taux variable. Si vous voulez dormir en tant que particulier sur vos deux oreilles lorsque vous ferez l'acquisition de votre habitation, je vous conseille un taux fixe. Les taux variables, effectivement, ça peut être un avantage, mais alors que nous sommes actuellement dans une période où les taux d'intérêt sont très bas, on peut difficilement espérer une baisse significative des taux d'intérêt. Les taux variables pouvaient se pratiquer dans les années 80, lorsque les taux d'intérêt pratiqués alors étaient de l'ordre de 8%. Aux taux pratiqués aujourd'hui, où on est parfois sur des 1%, voire moins de 1%, c'est assez difficile de prendre un tel risque. Toujours est-il que ce risque, les collectivités territoriales l'ont prise, puisqu'elles ont accepté, pour certaines d'entre elles, de contracter à des taux d'intérêt variables. Et non seulement elles ont contracté à des taux d'intérêt variables, mais elles ont pris le risque d'adosser ce taux à des devises en fonction de règles de calcul dont elles ne maîtrisaient pas les tenants et les aboutissants. Revenons-en au premier succès contentieux. Nous sommes en 2013, je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, les premières collectivités territoriales obtiennent satisfaction. Quelle est la réaction de l'État ? L'État demande au Parlement d'adopter une loi de validation. Alors, ça suppose peut-être de faire un détour par vos cours de droit constitutionnel pour connaître, pour découvrir ou vous rafraîchir la mémoire sur la notion de validation législative, puisque c'est de cela dont il est question ici. Il est question d'un projet de loi qui a été déposé par le gouvernement sur le bureau des assemblées parlementaires. Il est question d'une loi qui a été adoptée par le Parlement, qui a conduit à valider de manière rétroactive tous les contrats de prêt, alors même que ceux-ci faisaient état d'un défaut de TEG. Coupant ainsi l'herbe sous le pied des actions contentieuses qui avaient été engagées par les collectivités territoriales, puisqu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où en 2013, certaines collectivités ont commencé à remporter un succès devant les juges, ce succès devant les juges, et bien d'autres collectivités se sont engouffrées dans la brèche afin d'obtenir effectivement le même résultat. C'est cet appel d'air auquel la loi de validation met un terme, puisqu'effectivement le gouvernement obtient du Parlement que tous les actes d'emprunt qui ont été signés et qui concernent des emprunts qui ont révélé leur toxicité soient validés de manière rétroactive, y compris lorsque donc il manque le fameux TEG. Alors il faut comprendre que le gouvernement a dû s'y reprendre à 2 fois pour obtenir cette validation législative. Il l'avait tenté une première fois dans le cadre de la loi de finances pour 2014 en décembre 2013, mais cette tentative avait été censurée par le Conseil constitutionnel dans la décision qu'il a pu rendre sur cette loi, estimant que le dispositif qui avait été prévu était beaucoup trop général, puisqu'en définitive, il concernait tous les emprunts contractés par les collectivités territoriales, que ces emprunts s'avèrent être toxiques ou pas, et qui conduisaient à les valider alors même qu'ils faisaient état d'un défaut de TEG. Le gouvernement a été retoqué sur ce sujet-là, il a repris sa copie, il a déposé un projet de loi qui a été adopté durant l'été 2014, et qui là pour le coup a été validé par le Conseil constitutionnel qui avait été également saisi du sujet, et dans sa décision durant cet été 2014 le Conseil constitutionnel a validé le dispositif, le gouvernement ayant finalement suivi le mode d'emploi que le Conseil constitutionnel avait fixé dans sa décision de décembre 2013. Le dispositif initial était beaucoup trop général, le gouvernement l'a restreint et l'a limité aux seuls emprunts toxiques. Ce ne sont donc que les emprunts toxiques qui sont validés de manière rétroactive, alors même qu'ils font état d'un défaut de taux effectif global. Voilà, l'herbe est coupée sous le pied ici. Les actions contentieuses n'ont pas pu prospérer et les autres collectivités qui pouvaient peut-être espérer obtenir une décision aussi favorable que celle qui avait été rendue dans le courant de l'année 2013 n'ont pas pu obtenir de telles décisions. Alors, quelle en est la raison ? Pourquoi expliquer que le gouvernement tire ainsi à vue sur les collectivités territoriales ? Eh bien, il faut comprendre que derrière plusieurs des emprunts contractés par ces collectivités territoriales se logeait Dexia,
qui était un établissement détenu pour partie, et pour grande partie d'ailleurs, par l'État. Il faut donc comprendre que derrière Dexia, ce sont les intérêts de l'État qui étaient en jeu. État qui fait en sorte de limiter les conséquences financières de ces contentieux et d'en limiter au maximum les effets pour son propre budget. Alors, dans le même temps, l'État, il faut le comprendre là également, a mis en place des dispositifs d'aide à destination des collectivités territoriales. J'ai envie de dire, on tire d'un côté, mais on sort effectivement une roue de secours de l'autre. Alors, une roue de secours qui a pris la forme de dispositifs d'aide à destination des collectivités territoriales endettées et qui affichait donc de réelles difficultés en raison des emprunts toxiques, de ces emprunts toxiques. Dispositifs d'aide qui étaient toutefois conditionnés, puisque l'État n'a accepté d'aider ces collectivités en difficulté qu'à la condition que celles-ci, que ces dernières, renoncent à toute action contentieuse à son égard. J'ai envie de dire sans commentaire, mais on voit qu'effectivement l'État a vraiment joué sur tous les tableaux pour gérer au mieux la situation à son avantage. Le dispositif, on peut le considérer, a été relativement bien verrouillé sur le sujet. Alors revenons-en à la situation des collectivités territoriales. Ayant donc souscrit ces emprunts toxiques, nous sommes en 2020, la situation s'est bien évidemment améliorée depuis une dizaine d'années. Beaucoup de ces emprunts ont finalement été désensibilisés, soit par renégociation, soit par contentieux, soit en raison des aides accordées par l'État. Mais bien évidemment, cette situation a conduit à exercer un contrôle plus pointu sur la situation d'endettement des collectivités territoriales. Et il revient notamment aux chambres régionales des comptes d'exercer ce contrôle à l'occasion de l'exercice de leurs compétences d'examen de la gestion publique locale. Il sera question dans un prochain épisode, dans une prochaine vidéo, des chambres régionales des comptes qui sont au niveau régional un petit peu les petites sœurs de la Cour des comptes. Ces chambres régionales des comptes qui ont été créées en 1982, c'est finalement relativement récent, ont en charge l'examen de la gestion publique locale, c'est-à-dire la manière avec laquelle l'argent public local a été utilisé. Ces contrôles, ces examens donnent lieu chaque année à un certain nombre de rapports librement accessibles sur les sites respectifs de ces différentes chambres et permettent effectivement de comprendre pour une collectivité, pour une commune donnée, pour un département, pour une région, comment cette collectivité est gérée sur les différentes thématiques qui peuvent intéresser, telles que la gestion de la ressource humaine, telles que la commande publique et bien évidemment telles que l'endettement public local, avec, on l'aura compris depuis cette période, un œil particulièrement attiré sur le niveau d'endettement de la collectivité territoriale et afin d'apprécier de manière un petit peu plus précise la nature de cet endettement. Il faut savoir que cet endettement public local est passé à la moulinette, si je puis dire, d'une charte. On appelle cette charte la charte Gisler, du nom du haut fonctionnaire qui l'a pensée. Cette charte Gisler a été pensée au lendemain effectivement de la crise de 2007-2008. Cette charte Gisler conduit à classer les emprunts en fonction de leur toxicité, en tenant compte de lettres d'alphabet, de la lettre A à la lettre G, de chiffres de 1 à 6, et d'un classement qui s'opère. Si effectivement vous avez un emprunt qui est classé 1A, c'est que c'est un très bon emprunt, faible risque, etc. Si vous êtes en 6G, là le risque est maximum. En principe, les emprunts toxiques sont hors cadre Gisler, mais là on en est quasiment proche. En tout cas un petit peu à la manière d'une bataille navale, on va classer effectivement dans cette grille les différents emprunts contractés pour finalement mesurer le risque encouru par la collectivité. Ça c'est ce que font les chambres régionales des comptes. C'est assez intéressant finalement de voir comment sont passés au filtre de cette charte ces différents emprunts et comment sont appréciées désormais les situations d'endettement des différentes collectivités. C'est ce qu'a notamment apporté cette situation d'endettement toxique contractée par certaines collectivités. Voilà, nous en avons terminé avec cette étude, avec cette rapide vidéo portant sur les ressources et les budgets des collectivités territoriales. Je vous invite dans le commentaire à vous rapprocher notamment des fascicules disponibles sur la plateforme de l'université pour compléter un petit peu le propos et aux vidéos correspondantes puisque notamment sur la notion de dépenses obligatoires, il peut être utile de faire un détour par le focus concerné. Je vous remercie.